Le siècle des Lumières s'est défini comme une ère d'émancipation intellectuelle, opposée aux ténèbres du passé. Ces ténèbres, les philosophes du XVIIIe siècle les associaient symboliquement au Moyen-Âge, qu'ils percevaient comme une période d'ignorance, de fanatisme religieux et d'absence de liberté de pensée. Sous la domination de l'Église, la théologie imposait ses dogmes, limitant la recherche scientifique et la critique. Le pouvoir monarchique, justifié par le droit divin, incarnait l'obscurité politique et la soumission des peuples. Face à cela, les penseurs des Lumières, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau, ont voulu faire triompher la raison, la science, la tolérance et la liberté. La lumière qu'ils prônaient n'était pas seulement celle du savoir, mais celle de l'esprit humain libéré des chaînes du dogme et de la peur. Ainsi, en dénonçant les ténèbres du Moyen-Âge, ils affirmaient la naissance d'un nouvel idéal, celui d'un monde gouverné non plus par la foi aveugle, mais par la raison éclairée. Ah, les Lumières! Quelle époque glorieuse, n'est-ce pas? On imagine aisément les grands esprits du XVIIIe siècle, le front plissé par l'effort de la pensée, s'écharpant joyeusement dans les salons parisiens sur les vertus de la raison, de la liberté et bien sûr, de l'égalité. Voltaire, le sagace, Bossuet, le solennel, Montesquieu, le perspicace, Diderot, l'encyclopédiste infatigable, John Locke, le pionnier, Jean-Jacques Rousseau, le rebelle solitaire, et même Adam Smith, le père de l'économie moderne. Leurs noms résonnent encore, porteurs d'un idéal d'émancipation universelle. Mais permettez-moi, avec une pointe d'impertinence et une bonne dose d'amertume, de poser une question qui, visiblement, n'était pas au programme de leur brillante méditation, ou du moins, qui ne fit pas l'objet de leurs foudres les plus éloquentes. Lequel d'entre eux a bien voulu lever le petit doigt, ne serait-ce que l'auriculaire, pour dénoncer l'esclavage, cette ignominie qui broyait des millions d'âmes, ou l'injustice systémique qui maintenait les pauvres dans une misère abjecte, sans parler de la condition inhumaine des Noirs en particulier. Parce que, soyons brutalement honnêtes, quand on relit leurs œuvres phares, il y a comme un angle mort, un éléphant dans le salon de l'intellect qu'on s'est empressé d'ignorer, le nez plongé dans des traités d'une sublime abstraction. Leur lumière éclaire-t-elle vraiment l'humanité tout entière, ou préférait-elle se concentrer sur une portion bien spécifique, celle de l'homme blanc, européen, lettré et, avouons-le, souvent plutôt aisé. Leur sacro-sainte devise « tous égaux en droit », une formule si mélodieuse à l'oreille des historiens, incluait-elle réellement les corps suppliciés des esclaves des plantations coloniales, ces hommes et femmes arrachés à leurs terres et réduits à l'état de bétail? Ce tous merveilleux englobait-il les ventres creux des miséreux des faubourgs européens, exploités et sans voix, ou excluait-il, avec une commodité déconcertante, toute une partie de la population mondiale, reléguée au rang de simple propriété, de marchandises ou de main-d'œuvre invisible, à peine digne d'un soupir d'indignation? On pourrait presque imaginer une scène surréaliste, si elle n'était pas d'une cruauté si terre-à-terre. Montesquieu, ce géant du droit et de la science politique, qui proclame pourtant avec une noblesse d'âme admirable, une vision si magnanime de la loyauté. Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût ruineuse à une autre, je ne le proposerais point à mon prince, parce que je suis homme avant d'être français, ou plutôt parce que je suis nécessairement homme et que je ne suis français que par hasard. Une hiérarchie des devoirs si admirablement construite, culminant dans un universalisme humain. Mais comment cette éthique si élevée ne s'est-elle pas étendue jusqu'aux colonies, où la ruine et l'inhumanité étaient la règle pour des millions de non-français, simplement parce que le hasard de leur naissance les avait placés hors du champ de la liberté? Une amnésie sélective, sans doute, ou une définition du hasard curieusement restrictive. Bossuet, l'aigle de Meaux, défenseur ardent de la foi et de la tradition, n'hésitait pas, dans ses polémiques avec les philosophes protestants,
à manier l'argumentation la plus fine pour défendre l'unité et la vérité. Mais lorsque la vérité de l'homme noir, réduit en servitude, s'est présentée, ses sermons, habituellement si tonitruants contre l'hérésie, sont restés d'une sérénité assourdissante. La raison, qu'il défendait si farouchement, semblait avoir ses limites dès qu'elle touchait à des questions de profit ou de bienséance sociale. John Locke, le père de l'empirisme et théoricien du contrat social, nous a légué des concepts fondamentaux sur les droits naturels et la liberté individuelle. Il a affirmé que la liberté est un droit inaliénable de l'homme. Une idée révolutionnaire, sauf, semble-t-il, si cet homme avait la peau noire. Les investissements de Locke lui-même dans la traite négrière et sa participation à la rédaction de constitutions qui légalisaient l'esclavage en Caroline restent une tache indélébile sur son héritage, preuve que la liberté avait des frontières bien définies, tracées par la couleur de peau et les intérêts économiques. Jean-Jacques Rousseau, le grand théoricien du bon sauvage et pourfendeur de la corruption sociale, qui déplorait avec véhémence la manière dont la civilisation dénaturait l'homme et l'éloignait de son état originel de liberté. Il a bien sûr condamné l'esclavage comme contraire à la nature humaine et à la volonté générale, déclarant même que renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Une position noble, pourtant, ces appels à la liberté sont restés étrangement muets quand il s'agissait de s'engager concrètement contre les marchands d'esclaves du Suriname et d'ailleurs, ou de reconnaître la pleine citoyenneté des populations indigènes des colonies. Ces chaînes, à lui, étaient invisibles, celles de la pensée pure, mais celles des esclaves demeuraient bien réelles, sans que sa plume ne les brise. Adam Smith, le père de l'économie moderne et théoricien de la fameuse main invisible du marché, n'a pas manqué de critiquer l'esclavage dans sa richesse des nations. Mais sa principale objection, mes chers amis, n'était pas tant une explosion de fureur morale qu'une simple question de rentabilité. Pour Smith, le travail de l'esclave, peu motivé, coûtait plus cher à surveiller et était moins productif que celui de l'homme libre. Il déclarait « L'expérience de tous les siècles et de toutes les nations démontre que l'ouvrage fait par des esclaves est au bout du compte le plus cher de tous. » Ainsi, l'humanité n'a pas été sauvée par la compassion, mais par l'optimisation des profits. Un grand pas pour l'humanité, un petit pas pour la morale. Et que dire de Voltaire, le grand pourfendeur de l'infâme, le champion de la tolérance et de la justice, qui, dans Candide, nous livre la scène poignante du nègre de Suriname, estropié et misérable, déclarant « C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe ». Une dénonciation féroce de la cruauté de l'esclavage et de l'hypocrisie de la consommation. Mais l'indignation de Voltaire, aussi sincère fut-elle dans ce moment de plume, n'a jamais été un engagement politique constant et massif contre la traite négrière. Sa soif de justice semblait parfois s'éteindre là où les intérêts commerciaux et la liberté de commerce, qui incluait le commerce des êtres humains, commençaient. Une indignation à éclipse, peut-être, ou une priorité accordée à d'autres batailles. Enfin, approchons-nous d'Emmanuel Kant, le vénérable philosophe de Königsberg, qui nous a offert l'impératif catégorique, cette loi morale universelle qui nous intime de toujours agir de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Une formule d'une grandeur absolue, sauf que la plume du même philosophe n'hésitait pas, dans d'autres écrits, à classer les races humaines en une hiérarchie douteuse, plaçant les Noirs au bas de l'échelle,
les considérant comme dépourvus de certaines facultés intellectuelles. Comment une humanité universelle, digne d'être une fin en soi, pouvait-elle s'accommoder d'une telle classification, reléguant des millions d'êtres à un statut d'infériorité, voire de simple moyen? Pour les colonies, la raison pure avait manifestement ses œillères et ses préférences chromatiques. Leur silence est un coup de tonnerre dans la symphonie de la raison qu'ils prétendaient diriger. Il résonne comme une contradiction fondamentale, une faille abyssale au cœur même de leur humanisme. Leur lumière, aussi vive fût-elle, semble en n'avoir éclairé qu'une portion commode de l'humanité, laissant le reste dans une ombre opportune et parfois carrément profitable. Et l'on ne peut s'empêcher de se demander, avec une pointe de cynisme amer, si leurs fameux « tous » n'étaient pas, en réalité, une parenthèse subtilement insérée. Tous, sauf ceux qui nous rapportent gros ou qui ne nous ressemblent pas. Une hypocrisie éclairée, en somme.